Une réponse très très large. Et pour Frédéric Pujol, pour revenir sur le mariage mixte, enfin je veux dire sur les réseaux hybrides, dans la perspective de la 5G, est-ce que vous pouvez faire un point sur ces fameux réseaux hybrides et sur les fréquences qui sont mobilisables aussi pour la 5G? Alors on a parlé du 700 et moi je voudrais parler du 600 giga, du 6 GHz et au-dessus. D'accord. Alors, simplement, pour repartir de la situation actuelle, on a aujourd'hui une certaine hybridation des réseaux. La technologie LTE permet d'offrir le mode broadcast. Donc ça, c'est en train d'être déployé dans certains pays, en Corée du Sud, aux États-Unis. Par ailleurs, on a plus de coopération entre différents types de réseaux. Aujourd'hui, il faut rappeler que le trafic qui est généré par les smartphones et les tablettes, à 75%, il est écoulé sur le Wi-Fi. Donc il n'y a que 25% qui passent sur les réseaux mobiles. Donc ça, c'est un premier état de fait. Et ensuite, on a aujourd'hui une meilleure coopération entre ces deux types de réseaux. Donc l'opérateur mobile va être capable de gérer des points d'accès Wi-Fi. Donc quand votre smartphone arrive chez vous, il se connecte en général automatiquement sur votre home spot. Mais de plus en plus, quand vous allez aller dans un centre commercial, il va se connecter au hotspot du centre commercial parce qu'il y a un accord avec votre opérateur. Donc ça va se faire avec de plus en plus de transparence. Dans une autre étape, un petit peu plus loin, l'opérateur pourra gérer le trafic, faire du traffic steering, donc balancer le trafic d'un côté ou de l'autre en fonction de la charge de son réseau et des fréquences associées. Et ça veut dire que dès aujourd'hui, on a coopération entre des bandes avec licence, donc le réseau mobile, et puis des bandes sans licence, le Wi-Fi. Donc ça, à mon sens, ça va s'accélérer dans les années à venir. Et avec la 5G, pour que la 5G offre des débits très élevés, il faut, comme ça a été dit, effectivement aller dans des bandes plus hautes parce que c'est uniquement là où on trouvera des canalisations très larges. Donc des bandes plus hautes, c'est au-delà de 6 GHz. Donc il y a des bandes qui commencent déjà à être un peu utilisées, la bande des 60 GHz pour le Wi-Fi, mais ces bandes sont déjà affectées à d'autres utilisateurs. Donc il y a des faisceaux hertziens, il y a l'aéronautique, le satellite, etc. Donc ça signifie qu'il va falloir les partager. Il y a également des processus réglementaires qui évoluent pour faciliter le partage du spectre. Il a été mentionné ce matin le LSA. L'ANFR va mettre en place une expérimentation prochaine pour partager la bande de fréquence des 2,3 GHz. Donc plus de partage de spectre, ça veut dire des évolutions des réglementations, utilisation de bandes de fréquences plus hautes, en partage avec d'autres utilisateurs. Donc dans certains cas, c'est pas trop compliqué parce que si on partage entre le maritime et puis le terrestre, là ça va se faire sans trop de problèmes. Dans d'autres cas, il faut prévoir un certain nombre de mécanismes particuliers. Mais il y a déjà plusieurs bandes de fréquences qui font l'objet de partage entre utilisateurs. Ça fonctionne et ça va très certainement augmenter de façon très importante dans les années qui viennent. J'ai presque envie de vous poser la même question, Daniela. Et face à cette demande d'accès grandissante à de nouvelles bandes de fréquences, comment se positionne l'industrie du satellite? Alors, c'est vraiment une question intéressante et très actuelle, parce que ça a été évoqué ce matin. L'année prochaine, il y aura une conférence mondiale donc, de l'UIT à Genève qui voit vraiment comme un des sujets principaux de discussion donc l'accès de la part de mobiles du large bande à des nouvelles bandes de fréquences. Il y a différentes bandes de fréquences qui sont à l'étude, qui ont été à l'étude pendant tout le cycle de préparation de cette conférence. Certains sont satellitaires, pas seulement satellitaires télécommunications, mais aussi satellitaires pour des applications comme l'observation de la Terre. Particulièrement une partie de la bande C à 5 GHz. C'est une bande utilisée aujourd'hui par le premier satellite du programme Copernicus européen. Donc, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'études techniques qui se sont produites au niveau régional, après au niveau de l'Union des télécommunications à Genève. Il n'y a pas de résultats concluants pour l'instant qui prouvent que dans le cas spécifique du satellite, ce partage est aisé à faire. Donc, effectivement, nous, en tant qu'Airbus, on encourage, par exemple, l'implémentation du LSA dans la bande de 3, de 4, pour voir effectivement est-ce qu'on peut en faire un success case,
hein, comme c'est un premier testbed et les acteurs sont intéressés de voir comment ça se traduit en pratique. L'LSA, c'est un instrument réglementaire, on en comprend l'intérêt. Après, il ne faut pas sous-estimer les aspects techniques. Et donc là, on se frotte avec des études qui ont prouvé que même si on prend en compte des technologies mobiles avec de small cells et pas de grandes tours, malgré ça, le partage sur base, par exemple, géographique, de distance, on parle de distance, de contour de distance entre 10 km et 100 km entre une station terrestre satellitaire et les stations mobiles. Or, il y a des utilisateurs de spectre qui sont déjà installés et qui donc doivent être protégés. Ça a été bien rappelé ce matin par les régulateurs. Il y a aussi question à dire quelle est l'incentive pour quelqu'un qui est aujourd'hui présent dans une bande, qui a un service et qui a des plans d'investissement. Ce qui se compte en milliards d'euros. Hein. Par exemple, pour les satellites en bande C, on parle d'ici à la fin 2015 de 35 satellites avancés à nouveau en orbite pour un investissement total de 10 milliards d'euros, par exemple. Quel est l'incentive pour une industrie comme la nôtre de dégager du spectre pour faire entrer une autre technologie alors qu'on ne sait pas si on peut cohabiter, si on peut coexister? Et de toute façon, ce qui nous fait, il faut être très clair, on ne veut pas nous empêcher de déployer davantage de services. Donc c'est une problématique critique et on verra. Parfait. Marie-Noëlle, vous évoquiez tout à l'heure les Jeux Olympiques. Alors, de mémoire, ça doit être en Corée, mais j'ai oublié le nom de la ville, en 2018 pour les JO d'hiver, et à Tokyo 2020. Alors, on va avoir l'Euro en 2016 en France, mais je pense que ça va être un peu tôt pour la 5G. Donc, comment va s'articuler le calendrier, on va dire, en Europe, outre les démos asiatiques, et comment Orange contribue à ces travaux européens sur la 5G? Je pense qu'on aura, on dit souvent 2020, après on aura des premières expérimentations qui vont arriver dans cette période-là. Et puis après, il s'écoulera forcément une période de 2 à 3 ans minimum avant qu'on arrive sur des déploiements industriels avec une gestion du spectre qui est claire, partagée, etc. Donc ça mettra un peu de temps. Ce qui est important, c'est qu'effectivement l'Europe travaille ensemble sur le sujet, donc on le fait avec beaucoup d'acteurs, dont certains autour de la table, à travers le partenariat privé-public 5G, donc on est beaucoup dedans. Donc je pense que ça donne aussi une force à l'Europe qui avait réussi bien certains virages au début de la téléphonie mobile et moins sans doute celui de la 3G, donc je pense qu'on a, ou de la 4G, donc je pense qu'on a un vrai atout. Il n'en reste pas moins qu'il faut continuer à discuter avec les Asiatiques et qu'il faut continuer à discuter aussi avec les Américains. La discussion d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on attend de la 5G. Donc il faut vraiment que sur ces sujets d'agilité, d'économie d'énergie, d'exploitabilité, parce qu'il va bien falloir exploiter ces réseaux-là de façon de plus en plus sécure, on se mette bien d'accord. C'est un peu les données d'entrée qu'on donne à nos chercheurs. Et donc il faut leur dire ce dont on rêve pour qu'ils le réalisent. Leur laisser un temps substantiel pour que ça soit en rupture, et puis regarder ensemble et au niveau mondial pour que les constructeurs puissent aller vite avec une seule norme, etc. Donc on a entre 2020 et 2025, mais je ne vois pas comment on peut commencer à déployer industriellement avant, parce qu'il faut que tout l'écosystème soit prêt, qu'on ait effectivement un mariage de technologie, parce qu'on fera tout avec un mariage de technologie, c'est sûr. Donc il est beaucoup question de mariage aujourd'hui. Mais là, alors, il y aura plusieurs technologies. Vous vous rendez compte, c'est encore plus innovant. Donc voilà, 2020, 2025, mais sans doute pas avant. Presque la même question alors pour vous, Gabriel. Et comment, d'après vous, ça peut impacter la régulation en fait, cette 5G? Est-ce qu'il va y avoir, on m'a parlé d'évolution, il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés. D'abord, il y a régulation au sens large. C'est-à-dire qu'il y a d'abord effectivement quelle bande de fréquences. Donc, est-ce que on imagine qu'on aura besoin de fréquences à la fois de fréquences basses, comme on a dit, mais également de fréquences hautes, assez hautes, hein, entre 20 et 60 gigas. Donc, comment c'est à quel rythme on libère éventuellement ou à quel rythme on partage. Donc, également rôle des régulateurs dans
quel type de partage, hein, dans le License Shared Access, il y a quand même, par exemple, il y a un rôle des régulateurs, ou quel rôle des régulateurs pour autoriser, faciliter, parce que je pense quand même vraiment qu'on va vers davantage d'usage partagé du spectre, donc là il y a tout un rôle quand même de la régulation pour l'accompagner, soit entre des utilisateurs de la même famille, soit entre des utilisateurs de familles très diverses. On a dit la défense et les opérateurs télécoms, ou la public safety, les opérateurs télécoms, ou les broadcasters, les opérateurs télécoms. Voilà. Donc ça, voilà. Ensuite, on a dit que quand on allait quand même avoir des small cells avec des bandes très hautes en proximité, il y a tout un processus. Alors certes, Olivier disait qu'il avait beaucoup de sites, mais il y a quand même un processus d'autorisation et de streamlining, d'autorisation par les collectivités locales, par exemple, de l'implantation de ces petites cellules. Enfin, on a beaucoup poussé pour que l'Europe et les États vis-à-vis des collectivités locales facilitent. Il y a des États où les collectivités locales n'ont pas le droit d'interdire, où il y a des facilitations de droit d'usage, de voirie. C'est absolument essentiel, on l'oublie toujours. D'ailleurs, dans votre question tout à l'heure, Elsa, sur l'économie d'énergie, je pense qu'il y a beaucoup également à faire sur le partage d'infrastructures et le partage notamment d'infrastructures d'énergie entre des utilisateurs divers, parce que, et ça va aussi dans le coût du réseau, quand on partage une partie de l'infrastructure, notamment les locaux, notamment les charges d'énergie, entre des utilisateurs variés, et ça c'est absolument essentiel. D'où le rôle d'ailleurs de la planification sur un territoire de cette autorisation. Donc ça aussi c'est un peu, pas de la régulation, mais c'est quand même de la réglementation. Et puis, évidemment, il y a tout le sujet sur l'Internet des objets, ne l'oublions pas. Ça fait partie également de la régulation de la privacy. Hein. Donc, si on veut que ces usages se développent vite, dans l'Internet des objets, il y a quand même un gros sujet data personnel, privacy, harmonisation au niveau européen, etc. Voilà, donc je pense qu'il y a tous ces sujets-là à envisager, à débroussailler quand on parle des enjeux régulatoires et ça va de la régulation des télécoms, des fréquences, jusqu'à la CNIL. Vous avez, pas vous directement, mais il y a eu quelques fois a été évoqué le LSA. Ulrich, est-ce que vous pourriez nous redéfinir ce que c'est et pour quels usages? Et qu'est-ce que vous pensez aussi de cette notion de partage des infrastructures? Two questions. Thank you. Yeah, so license shared access is a concept where, let's say, unlike this license exempt, where you only define certain technical rules and then there is no control on how the resource is actually allocated, maybe except some politeness rules. Unlike that, you have means in place that an incumbent user of the spectrum, like the military in France, for instance, so for defense purposes, can very much define the rules in what locations and at what times, what part of a band can be shared. And this, on the other hand, gives then certain predictability to a user, another user of spectrum, for instance, a mobile operator, who knows then exactly when and how a resource can be used and allows him to plan for a business case. Is it worth to invest in terms of how much additional revenue can be generated with that additional investment, and also to provide a certain predictable quality of service. So all this is a bit difficult in this fully unlicensed environment, and maybe I've compared that to like this roundabout system, which is a perfect system for traffic in low load. Yeah, so no one has to wait if there is hardly ever anyone hitting that junction. But look at that at the peak times of the day, that can run into complete self-blocking with zero throughput. And similar effects can be observed on Wi-Fi. When there are too many people trying to access the resource at the same time, this border case is really a zero throughput of the system. Whereas if you have something like a traffic light control, it may not be perfect, but it may be the best thing you can do with it. And a system like LTE has this resource scheduler in the base station that would actively fill 100% of the resources in that case. So still performance for the individual user may not be great, but it's the best you can do with a resource. So maybe this shows a little bit that there are different approaches to sharing capacity, sharing access to spectrum. We could even imagine certain sharing, let's say, with broadcast in the terms of supplemental downlink use of those parts of the spectrum which are not intensively used by broadcast. So I think France has like 8 multiplexes. So far, so that's about 20% of the spectrum being used in one location, and then you need lots of guard to prevent interference between different TV towers or SFN regions. So
LTE is designed in a very different way and would really use 100% of the resource in every spot. But then, well, if you compare bits per second, then always is the question, do you really assume the entire spectrum consumed for that, or do you look at just the bits per carrier? So we have lots of discussions with our friends from broadcast on that. But let's say there could be possibilities to really look for those spots that are left from TV. Is there a possibility to use that with something like supplemental downlink? So additional capacity for mobile networks just in the downlink direction, easier to coordinate with broadcast than to protect an uplink direction. There are opportunities like looking into the 5 gigahertz license exempt bands. So is it better to try to very tightly integrate Wi-Fi equipment with reporting the actual channel conditions and whatsoever to LTE? Is that easier? Or is it easier to actually teach LTE another band and use the LTE mechanisms on that band, certainly according to like politeness rules, not blocking the channel all the time? So again, in a way with using this supplemental downlink concept, you could have a stable system, whether it is FDD or TDD in a licensed band, and then opportunistically, when the terminal reports back, well, there's little interference here, you can use these resources for certain terminals. Others may be interfered from some Wi-Fi operation in another spot and will not make benefit out of that, but overall the pool gets larger, so everyone benefits from that. And all this listen before talk politeness, for instance, would just rely on the base station implementation, so terminals would just do what the network allows them to do. So I think sharing is much more than looking at, so sharing spectrum or capacity is much more than looking at unlicensed. It has quite some different flavors worth investigating and where we can basically work for the benefits then of both parties or multiple parties that share in such a concept. Sharing of infrastructure also makes sense, especially in those places where there is maybe not even the business case for a single operator. So think of rural areas where it's really hard to justify even an individual operator's invest. So you cannot really discuss a lot there about competing infrastructures if not a single infrastructure is actually generating sufficiently revenues. So their sharing makes a lot of sense. On the other hand, differentiation in terms of customer experience, in terms of performance, in terms of coverage, these aspects is, I think, an important part in the game. So not only looking, let's say, at the price competition towards the end customer, but also competition in the quality of the service provided to the customers. So certainly on a shared infrastructure, it's much more difficult to get any differentiation in a service quality. So these things have to be balanced at some point, but yes, there is sharing very beneficial even of infrastructure or active infrastructure, maybe also pooling of spectrum together on a shared infrastructure to really use those scarce resources where we need them and to provide for a business case in like rural areas. But then I think in cities where there is lots of demand, where you can make use of high bands for capacity because you are not coverage constrained, but more in this capacity limit area, there can well be the competition in infrastructure between operators as we have it today. Je ne sais pas si je passe là. Vous vouliez dire quelque chose, Marie-Noëlle? Vous vouliez réagir ou... Je voyais une agitation suspecte là-bas. On se disait que oui, on fera du partage d'infrastructures, mais de plein de natures différentes en fait, sur plein de sujets différents, et que toutes n'ont pas nécessairement besoin d'être régulées. Parce qu'il y a aussi des sujets qui viendront naturellement et qu'on... Oui, enfin, c'est un message contre d'autres, mais Gabriel disait qu'il y a besoin effectivement sur le spectre, etc. Il faut que ce soit autorisé, ça c'est sûr. Mais il faudra qu'on soit tous des brouillards si on veut effectivement réussir à offrir à nos clients des services à un coût abordable, avec une qualité de service abordable, avec beaucoup de débit, parce qu'ils auront besoin d'énormément de débit. Et que du coup, la question c'est comment on arrive à faire ça pour finalement quelques euros. Et donc le challenge est immense.
Et donc, comme il est question beaucoup de partage, de mariage mixte ou à plusieurs, enfin, ça se complique tout ça dans les unions des fréquences. Daniela, je veux vous confier cette difficile mission, alors que l'Europe aussi, chaque pays a ses prérogatives en termes de système national de sécurité. Comment est-ce qu'on articule tout ça? Et quelle est la position d'Airbus, en fait, qui est, en tant qu'acteur Oui, ça fait un peu partie donc de cette consommation grandissante de données, hein, donc y compris pour les réseaux de sécurité nationale. À partir de 2011 en Europe, à travers la CEPT, on travaille à trouver du spectre qui puisse donc accommoder cette demande grandissante aussi dans des phases opérationnelles critiques pour les forces de sécurité d'accéder donc à davantage de vidéos, bases de données, etc. On voit qu'en Europe, il y a eu des débats, il n'y a pas eu une seule bande de fréquence qui a émergé comme solution. Donc, on parle aujourd'hui de bandes de 400 et 700. C'est ce que les pays européens vont faire au niveau national pour cet upgrade, hein, de leur réseau de sécurité, c'est de leur propre choix. Autant que Airbus Defence and Space, nous, on préconise la bande 400. On préconise la bande 400 aussi pour des raisons économico-techniques. Hein. On considère qu'il y a des avantages en termes de propagation du signal à 400 qui vont donc mieux répondre aux besoins des forces de sécurité. On parle de communication critique. Donc, ce sont des communications qui ont besoin d'être très résilientes, d'être tout le temps disponibles, hein, au niveau élevé de disponibilité et aussi sécures. Il y a aussi des questions liées aux aspects de cyber security. Et autant plus donc restant à 400, donc il y aura un moindre investissement au niveau de l'infrastructure terrestre et des terminaux aussi plus puissants. Donc, à côté de ça, nous voyons très bien aussi l'émergence d'utilisation d'autres bandes de fréquences, hein, par exemple la 700. On parle de la 700 parce que ça a été rappelé ce matin à partir de 2012 à conférence mondiale. On a commencé à regarder à la bande 700 comme bande possible pour le futur réseau à bande large de la sécurité. Donc, ça pourrait se justifier spécialement dans les zones densément populées, donc dans les centres urbains. Par contre, et pourquoi pas aussi voir dans ça, et c'est lié en partie aussi au discours des réseaux 5G, qui pour moi doit être un réseau intelligent, hein, donc qui met ensemble différentes briques, différentes technologies, faire marcher ensemble l'interopérabilité entre des interfaces différentes. Alors pourquoi pas aussi une application pour les forces de sécurité dans des réseaux commerciaux, mais pas vraiment par expérience pour être nous-mêmes leaders dans les réseaux de sécurité qui utilisent la technologie Tetra aujourd'hui, pas pour les missions critiques. Juste quelque chose de plus, autant qu'Airbus, on travaille beaucoup à la possibilité, donc au spectre à 400, de défragmenter ce spectre. C'est un peu comme défragmenter un disque dur, hein, donc de libérer des petits canaux et chercher d'agréger, de libérer des canaux plus larges. On parle de la faisabilité de dégager 2 fois 3 MHz à 400, et cela nous permettra d'évoluer donc la technologie vers le LTE. Et donc de rentrer dans le monde LTE, nous aussi, dans ce sens. Il y a des travaux en cours au niveau de l'ETSI, y compris du groupe 3GPP. Je me permets de rappeler que l'LTE, bien sûr, peut transmettre beaucoup de données à un temps de latence qui est diminué, mais n'est pas encore en phase avec ce que sont les requirements fondamentaux du type de communication critique dont on parle. C'est-à-dire la possibilité de parler, le push-to-talk, on parle de 300 millisecondes. Alors aujourd'hui, les réseaux mobiles ne peuvent pas fournir ce temps de réaction et c'est très critique. Hein, parce qu'on parle des gens qui sont sur le field et qui ont besoin de savoir instantanément s'il faut shooter ou pas, s'il faut tirer ou pas, par exemple. Hein, c'est vraiment le push-talk, c'est ça en réalité. Il
pour le rendre un peu concret, et aussi parce que ce sont des réseaux de sécurité sont construits pour que tout le monde parle à tout le monde en même temps. C'est des réseaux de groupe, donc ce ne sont pas des réseaux qui ont un fonctionnement de signalisation de one-to-one. Okay. Avant de tirer sur tout le monde, Frédéric, est-ce qu'il y aura une évolution dans ce contexte-là des modes de gestion des fréquences et une utilisation en fait combinée de ces bandes de fréquences avec et sans licence pour revenir à ce débat-là? Oui, très certainement. On commence déjà à le voir à travers ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Alors il y a des mouvements un petit peu dans les deux sens. Donc Ulrich indiquait un petit peu que LTE voudrait utiliser la bande des 5 GHz, peut-être en complément en SDL. On voit aussi que, à l'inverse, le Wi-Fi commence à pouvoir offrir un peu plus de services. Il y a eu l'intégration de la voix sur Wi-Fi dans le dernier iPhone. Donc il y a des mouvements un petit peu dans les deux sens. Aux États-Unis, les câbles opérateurs sont en train de déployer beaucoup de points d'accès Wi-Fi, pourraient concurrencer dans une certaine mesure les opérateurs mobiles. Donc il y a un nouveau modèle qui apparaît qui s'appelle Wi-Fi First. Donc le smartphone est configuré pour essayer de se connecter d'abord à un point d'accès Wi-Fi, dans la mesure où il peut faire aussi de la voix maintenant beaucoup plus facilement et de la data. Bon, il peut remplir un certain nombre de fonctions. Et puis là où il n'y a pas de connectivité Wi-Fi disponible, il va alors basculer sur les réseaux mobiles à travers un accord de MVNO. Donc là, on voit bien ce mélange de l'utilisation des différentes bandes avec licence et sans licence. Je crois qu'il y a les utilisateurs des réseaux de sécurité qui ont vraiment besoin de bandes avec licence, avec une garantie de non-interférence. Pour revenir sur la question du LSA, où là on est dans un modèle un petit peu nouveau, on voit que le modèle, il est possible de l'implémenter quand il y a une très faible utilisation de la part de l'administration publique qui est affectataire de cette bande. Donc c'est le cas de l'armée de l'air en France pour la bande des 2,3 GHz. Par contre, nous, on n'est pas convaincus qu'il y ait une très très grande appétence aujourd'hui des opérateurs mobiles pour utiliser ce mécanisme-là. Parce que ce qu'aiment les opérateurs mobiles, c'est avoir des certitudes. Donc avoir la certitude que la bande, elle est disponible tout le temps et partout. Avec le LSA, il y a quand même des restrictions. Donc ça, c'est dans la mesure où aujourd'hui, il y a suffisamment de ressources en fréquence qui sont disponibles en Europe. Alors ce sera peut-être plus compliqué en 2020 parce que le trafic augmente très rapidement. Donc on sent qu'aujourd'hui, il y a un intérêt pour la bande 700, mais l'intérêt pour les bandes dans lesquelles c'est un petit peu plus compliqué, comme la bande 2,3 où il y a un mécanisme nouveau, avec quelques incertitudes, là il y a un petit peu moins d'intérêt. La bande des 3 GHz, c'était évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a une question de cohabitation avec le satellite, donc dans la bande 3.4, 3.8, donc là il y a potentiellement aussi un certain nombre de restrictions à l'utilisation pour le mobile. Voilà, tout ça est un petit peu plus complexe. Et peut-être un dernier point sur les réseaux de sécurité. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la technologie LTE qui apparaît comme la technologie de choix pour la mise en place des futurs réseaux de sécurité. Ça s'illustre aux États-Unis avec l'initiative FirstNet. Donc il va y avoir des initiatives avec construction de réseaux locaux qui vont répondre à un cahier des charges extrêmement strict. Et puis ensuite, ces réseaux pourront être interconnectés entre eux. C'est un schéma qui expérimente, qui a été testé en France. Bouygues a fait un certain nombre de tests dans les deux bandes de fréquences, d'ailleurs 400 et 700, pour valider le fait que LTE permet et permettra de répondre aux différents besoins spécifiques des réseaux de sécurité. Donc à la prochaine table ronde, je vous sépare toutes les deux. Une question pour Marie-Noëlle, comme ça je suis sûre que vous papotez pas. Finalement, ça sera la dernière, oui, promis. Et finalement, pour conclure, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qui permettra à la 5G, qu'est-ce qui fera de la 5G un succès technique et commercial? Ce sera, c'est essentiellement, il y a tous ces aspects, notre capacité à faire quelque chose de simple, d'unique à exploiter, mais c'est finalement tous les services qu'on va inventer autour, parce que c'est bien ça qui fera la différence. Donc soit on est capable d'inventer des services qui facilitent la vie de nos clients, de nos entreprises, de nos concitoyens, et quelque chose de simple dans lequel ils sont à l'aise et qui leur apporte au quotidien beaucoup de choses. Et si on arrive à faire ça, ça sera un succès. Et tout le reste, on se débrouillera en papotant pour le régler.
Et si on n'y arrive pas et qu'on apporte de la complexité et puis de l'incertitude, eh ben, on n'y arrivera pas, ça décollera pas et donc on ne pourra pas faire d'investissement. Donc il faut qu'on commence par en haut, par s'occuper de ce que veulent nos clients, nos entreprises, nos concitoyens, les États, et puis après, on cherchera. Ça a l'air simple dit comme ça. Bien, alors on va passer juste à la série des 2-3 questions de la salle pour boucler cette dernière table ronde. Et monsieur, nous vous écoutons. Yeah. Oh, thank you. Vincenzo Bianco from the Italian communication regulator, AGCOM. Just a question that came from the round table. Do you think that LTE, or better LTE Advanced, used in broadcast mode, can offer a serious alternative to the for broadcasting TV program and a serious alternative to DVB-T or DVB-T2 for broadcasting TV program? Olivier, je crois que c'est pour vous, Olivier. Ouais. Vous avez été dénoncé par vos petits camarades. Yeah, we are working on it, let's say. So, in all fairness, as EMBMS, so this broadcast mode of LTE is specified today, it is not built for really large area coverage when it comes to single frequency network issues like this cyclic prefix required. But these are things that we are investigating and which, let's say, quite naturally can be built into the standard. Certainly, at some point, it needs a certain market perspective, and I think there it then comes also to the broadcasters. But I think with this Pascal Lamy report, for instance, having that little door open for certain solutions in the band 470 to 694, we now maybe really open that space for these type of further investigations. And as you may know, we as a company in Munich have a trial together with the Bavarian Public Broadcaster and IRT on evaluating what needs to be done and let's say looking into the technology. Thank you. Une autre question dans la salle? Olivier, vous voulez ajouter quelque chose peut-être, non? Vous voulez dire quelque chose de précisé? Je réponds en français peut-être, non? C'est plus simple. Je pense que ça vaut le coup d'être regardé, bien entendu. Ceci dit, la question va se poser aussi sur comment couvrir de façon économique des populations très larges et comment adresser la question du fat tail. La question du fat tail, c'est comment couvrir et diffuser de façon très économique des contenus qui sont diffusés en même temps vers des millions de gens et avec une capacité assez large. C'est là que je reviens sur... je crois qu'il ne faut pas être trop... comment dirais-je obtus. Il faut être assez large dans les choix de technologies. Il y a des technologies qui vont très très bien pour faire du point-à-point, etc. Puis il y a des technologies qui sont plus adaptées dans certains cas de contenu pour faire du point à multipoint. Et je crois davantage à un spectre assez, sans jeu de mots, à une option assez large de technologies couvrant du mobile avec éventuellement de l'IMBMS et aussi des technologies de type broadcast qui seront adaptées à certaines situations plutôt qu'à tout l'un ou tout l'autre. Pour moi, l'avenir n'est pas monolithique. L'avenir est vraiment pluriel et quand je parle de plan industriel, c'est ça que j'ai en tête. Je pense que les gagnants de demain, on ne les connaît pas et je crois que tout le monde a une chance aujourd'hui de mettre en avant les qualités intrinsèques de ces technologies et de ces plateformes pour quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus continu à moyen terme. Donc je dis oui, pourquoi pas, pour faire une réponse simple, mais ne lâchons pas la proie pour l'ombre. Il y a des technologies qui marchent bien dans certains cas, le broadcast marche très bien dans certains cas, l'unicast marche très bien dans d'autres cas. Il faut sans doute marier les deux. Donc finalement, on revient à cette notion de mariage. On a démarré avec et on termine avec ça. On va remercier chaleureusement l'ensemble de ces 6 invités et de la brillante Elsa
qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus donc, sur ce sujet.